Bonjour à tous les amateurs d'art et d'histoires inspirantes. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers de Jacques Dutronc, icône de la musique et du cinéma français, qui a captivé des générations entières avec sa voix soul et son style délicieusement irrévérencieux. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une star, mais le parcours d'un esprit libre, un homme qui a osé être fidèle à lui-même entre gloire et ombre. Pour découvrir d'autres histoires profondes comme celle-ci, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Sur la scène parisienne des années 1960, Jacques Dutronc se tenait là, jeune homme aux cheveux flottants, au regard perçant et au sourire en coin, comme si le monde entier n'était qu'une plaisanterie dont il détenait la clé. Guitare à la main et voix à la fois suave et sarcastique, il a fait vibrer des millions de cœurs avec des chansons comme Il est 5 heures, Paris s'éveille ou Et moi, et moi, et moi. Au sommet de sa carrière, Dutronc n'était pas seulement un chanteur, mais un phénomène culturel, symbole d'une élégante rébellion, qui a façonné le style yéyé et propulsé la musique française dans une nouvelle ère. Mais ce halo, tel un feu ardent sur une montagne enneigée, cachait toujours une froide obscurité. La célébrité, l'argent et l'admiration l'envahissaient comme un torrent, mais derrière les projecteurs, qu'est-ce qui a poussé cet homme à choisir une vie recluse, loin de la foule? Qu'est-il réellement arrivé à Jacques Dutronc, autrefois acclamé par la France entière, mais qui a choisi de suivre le chemin du silence? Jacques Dutronc est né le 28 avril 1943, dans le 9e arrondissement de Paris, dans une famille bourgeoise où les rêves artistiques semblaient un luxe. Son père, Pierre, était un ingénieur strict qui souhaitait que son fils suive un cursus universitaire stable, tandis que sa mère, Renée, était une mélomane qui jouait souvent du piano le soir pour apaiser les tensions familiales. Mais l'enfance de Jacques ne fut pas rythmée par de douces mélodies au piano, mais par les zones grises de la guerre. Le Paris des années 1940 fut dévasté par la Seconde Guerre mondiale, et la famille Dutronc vécut dans la pauvreté, la nourriture se faisant rare et la peur des bombes toujours présente. Jacques, un garçon timide aux grands yeux ronds, se cachait souvent dans un coin de la maison, écoutant de la musique à la radio, trouvant du réconfort dans les mélodies, à la frontière entre la vie et la mort. La plus grande douleur de l'enfance de Jacques fut la mort de sa mère, Renée, des suites d'une maladie, alors qu'il n'avait que 12 ans. La perte de sa mère fut non seulement un choc, mais aussi une blessure éternelle dans l'âme du jeune Jacques. Il décrivit un jour sa mère comme « la seule lumière dans la maison froide », et son départ laissa un vide que rien ne pouvait combler. Son père, après la mort de sa femme, se renferma davantage, et leur relation s'éloigna progressivement. Jacques, privé de la tendresse de sa mère, a dû affronter le monde seul, apprenant à dissimuler sa tristesse derrière un sourire insouciant et des remarques pleines d'esprit. Durant ces années, il a erré dans les rues de Paris, exerçant toutes sortes de petits boulots pour gagner sa vie. Vendeur de journaux, serveur, barman. Ces emplois l'ont non seulement aidé à survivre, mais lui ont aussi appris la résilience, à se relever après chaque chute et à saisir la force des rêves, aussi petits soient-ils, au cœur d'une ville hostile. Pendant ces jours difficiles, la musique est devenue le refuge de Jacques. Il a appris la guitare en autodidacte auprès d'amis du quartier, des musiciens de rue qui ont partagé ses premiers accords avec lui. Le soir, dans la pénombre parisienne, Jacques s'asseyait dans sa petite chambre, grattant des notes maladroites, comme s'il racontait sa propre histoire. La musique n'était pas seulement une joie, mais aussi un moyen pour lui de dialoguer avec la solitude, avec les souvenirs de sa mère et avec son propre cœur. C'est à ces moments-là que la graine d'un artiste a été plantée, préparant un voyage qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi toute la musique française. Une opportunité se présente à Jacques Dutronc, telle une lueur d'espoir au milieu de jours sombres. En 1960, alors qu'il n'a que 17 ans, il rencontre Jacques Wolfson, directeur artistique de la marque Vogue, dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Attiré par son allure insouciante et sa voix grave, Wolfson l'invite à s'essayer à l'enregistrement. Jacques prend d'abord cela pour une plaisanterie, mais Wolfson voit en lui un potentiel rare, un mélange de rébellion juvénile et de profonde sensibilité. Il fait la connaissance de Jacques Lanzmann, auteur et musicien, qui écrit les paroles de sa première chanson « Et moi, et moi, et moi ». La chanson, avec son rythme yéyé entraînant,
et ses paroles socialement satiriques, devient un succès immédiat dès sa sortie en 1966, propulsant Jacques Dutronc sur la scène musicale française. Mais le chemin vers le succès ne sera pas facile. À ses débuts, Jacques doit faire face aux doutes de lui-même et de son entourage. Il n'avait reçu aucune formation musicale formelle et sa voix, bien que pleine d'émotion, était jugée par certains critiques comme rauque et inexpérimentée. Ses premiers concerts dans de petits bars parisiens étaient souvent suivis par une poignée de personnes, et il essuyait les moqueries de ceux qui ne croyaient pas qu'un garçon issu d'un milieu pauvre comme lui puisse devenir une star. Mais Jacques avait une qualité particulière, une détermination et une confiance en soi presque provocatrice. Il ne cherchait pas à plaire à tout le monde, mais choisissait de raconter son histoire, en musique, avec sincérité et une pointe d'arrogance. C'est ce qui le rendait différent. Et lorsque Il est 5 heures, Paris s'éveille, sorti en 1968, la France entière fut réveillée par une voix à nulle autre pareille, à la fois douce et aiguë, tel un poème écrit dans les rues de Paris. Jacques Wolfson et Jacques Lanzmann furent non seulement ses mentors, mais aussi ses compagnons, l'aidant à façonner son style musical et son image. Ils l'encouragèrent à rester naturel, sans se laisser entraver par les normes de l'industrie musicale. Jacques, avec son caractère rebelle, a su transformer les difficultés initiales en motivation, transformant les critiques en matière de création de chansons pleines de vie. Il ne se contentait pas de chanter, il vivait dans chaque mélodie, chaque parole, et c'est cette sincérité qui a conquis le cœur du public, faisant de lui, d'un jeune inconnu, une icône de la génération Yé-Yé. Au sommet de sa carrière, Jacques Dutronc n'était pas seulement un chanteur, mais un phénomène culturel, un conteur de son époque. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, il dominait les hit-parades avec des chansons comme J'aime les filles, Le petit jardin et Les cactus, chacune représentant un fragment de son âme, à la fois satirique et profonde. Il est 5 heures, Paris s'éveille, avec son image d'un Paris rêveur à l'aube, est devenue l'une des chansons emblématiques de la France, comparée aux œuvres de Charles Aznavour ou d'Édith Piaf en termes d'influence culturelle. Outre la musique, Jacques s'est également lancé dans le cinéma, jouant dans des films comme Antoine et Sébastien, 774, et Van Gogh, 1991, où il a livré une performance naturelle et émouvante, comme s'il était né pour être devant la caméra. Ce qui distingue Jacques Dutronc, c'est son style irrévérencieux, mélange du glamour d'une star de cinéma et de la liberté d'un artiste de rue. Sa voix n'est pas polie, mais brute, vraie, comme celle des gens ordinaires dans les rues de Paris. Il chante l'amour, la société, les choses simples, mais toujours avec une pointe d'ironie, comme s'il riait de ce qu'il dit. Son style, de sa tenue vestimentaire, chemise déboutonnée, veste en cuir et cigarette toujours aux lèvres, à sa façon d'apparaître sur scène, donne toujours l'impression qu'il n'appartient pas à la lumière des projecteurs, mais qu'il y passe simplement. C'est sa sincérité et son mépris des codes du divertissement qui ont fait de lui l'idole de millions de personnes, des jeunes rêveurs aux critiques acerbes. L'influence de Jacques ne se limite pas à la France. Ses chansons ont été traduites dans de nombreuses langues et le style yé-yé dont il a été le pionnier a inspiré des artistes dans toute l'Europe. Il est devenu le symbole d'une génération de jeunes aspirant à la liberté, osant briser le moule d'une société conservatrice d'après-guerre. Ses concerts affichaient toujours complets, et son image sur scène, guitare et sourire en coin, est entrée dans la mémoire collective française. Mais derrière les projecteurs, les conflits internes et la pression de la célébrité ont commencé à s'insinuer, préparant un événement majeur qui allait changer à jamais la vie d'un homme autrefois célébré par tout le pays. Sous les projecteurs, Jacques Dutronc commença à sentir les failles de l'image parfaite de la célébrité. Au sommet de sa carrière, alors que toutes les portes semblaient s'ouvrir devant lui, il se retrouva confronté à d'irréconciliables contradictions entre sa personnalité et les attentes du public. Dans les années 1970, l'industrie musicale française commença à se transformer avec l'émergence de nouvelles stars et la pression des maisons de disques pour produire des tubes. Jacques, d'un naturel libre et décomplexé, se sentait étouffé par les exigences de son époque. Il confia un jour qu'il y avait des jours où, debout sur scène, il contemplait des milliers de spectateurs en liesse, mais avait l'impression de jouer un rôle qui n'était pas le sien.
Je ne veux pas être une machine à faire de la musique, dit-il dans un rare moment de franchise, la voix aussi grave que le vent qui souffle dans les rues de Paris. Le plus grand conflit de Jacques survint dans sa vie personnelle. Son mariage avec Françoise Hardy, l'une des chanteuses les plus célèbres de France, était un conte de fées aux yeux du public. Ils se marièrent en 1981, après des années de relations, et eurent un fils, Thomas Dutronc. Mais la célébrité devint un fardeau. Jacques et Françoise étaient tous deux de grands artistes, avec des emplois du temps chargés et une immense attente du public. Leur célébrité, si elle leur apporta la célébrité, mit également leur relation à rude épreuve. Jacques, insouciant et libre d'esprit, était souvent absent de chez lui, tandis que Françoise, à l'âme sensible, peinait à concilier carrière et famille. Des disputes silencieuses, de longues nuits sans parler, et la pression de maintenir l'image du couple parfait les séparèrent progressivement. En 1997, Jacques entama une relation avec Sylvie Duval, une femme extérieure au monde de l'art, afin de retrouver la paix qu'il avait perdue dans son mariage. La décision de Jacques de se retirer des projecteurs ne fut pas un événement isolé, mais une retraite tranquille et fière. Dans les années 1980, il réduit progressivement ses apparitions sur la scène musicale, se concentrant sur le cinéma où il sentait pouvoir s'exprimer plus honnêtement. Mais même au cinéma, il choisit des rôles sans prétention, comme dans Retour en force, 1980, ou Van Gogh, 1991, où il incarne des personnages complexes et conflictuels. Le public et la critique commencent à s'interroger sur sa disparition, et certains suggèrent qu'il a été exclu de l'industrie musicale pour ne pas se conformer au goût du jour. Des rumeurs circulent selon lesquelles il abandonne ou perd sa lumière, mais Jacques choisit de garder le silence. « Je n'ai pas besoin d'expliquer », confie-t-il un jour à un ami proche. « Je veux juste vivre ma vie à ma façon. » Un sentiment d'injustice s'insinue dans le cœur de Jacques, non pas à cause des critiques publiques, mais parce qu'il a l'impression que le monde ne le comprend pas vraiment. Il n'a pas quitté la musique ou le cinéma à cause d'un échec, mais parce qu'il veut protéger son âme de l'emprise de la célébrité. Son silence, bien que fier, est aussi empreint d'une profonde solitude. Il a confié un jour qu'il y avait des soirs où il restait seul, écoutant ses vieilles chansons, se demandant s'il avait bien fait de quitter la scène. Mais c'est ce silence, tel une montagne immobile face à la tempête, qui l'a aidé à se retrouver, se préparant à un nouveau chapitre de sa vie, où il vivait non pas pour le public, mais pour son propre cœur. Après avoir quitté la scène musicale, Jacques Dutronc a choisi une vie simple, proche de la nature et de sa famille. Il s'est installé en Corse, une île magnifique aux plages immaculées et aux montagnes paisibles, où il a trouvé la paix que Paris ne pouvait jamais offrir. Il y a vécu avec Sylvie Duval, sa compagne, qui est devenue son soutien indéfectible plus tard. Jacques ne s'est pas complètement retiré des arts, mais il a choisi d'apparaître de manière sélective, ne participant qu'aux projets qui lui tenaient vraiment à cœur. Il a continué à jouer, avec des rôles dans Merci pour le chocolat, 2000, et UV, 2007, où il a apporté une profondeur et une sophistication que seul un artiste chevronné peut atteindre. Mais la musique, sa première passion, est restée indissociable de lui. Il collabore avec son fils, Thomas Dutronc, sur plusieurs projets musicaux et leurs performances communes, bien que rares, laissent toujours le public nostalgique du lien entre deux générations d'artistes. En dehors de l'art, Jacques se consacrait à des actions discrètes. Il s'impliquait dans des actions de protection de l'environnement en Corse, de la préservation des forêts au soutien des communautés locales. Il devint également conteur, partageant ses souvenirs du Paris des années 1960 avec de jeunes artistes, les encourageant à préserver leur intégrité artistique. Jacques ne recherchait pas l'attention, mais les témoignages de sa générosité, comme le financement de bourses pour les enfants pauvres de Corse, se répandaient discrètement, telles de petites vagues à la surface de la mer. Il confia un jour à Thomas qu'il n'avait pas besoin que le monde se souvienne de lui, seulement que ceux qu'il aimait, sa vie bien remplie. Le retour de Jacques, bien que discret, était toujours un moment privilégié. En 2010, il remonte sur scène pour une série de concerts célébrant son 50e anniversaire et un public varié, de ceux qu'il avait aimés depuis ses débuts au plus jeune public qui venait de le découvrir grâce à ses films, l'accueillit par des ovations debout. Mais Jacques ne revint pas pour la gloire. « Je chante parce que j'en ai envie,
pas parce que je dois le faire, a-t-il déclaré lors d'une interview après le spectacle. Son retour n'était pas une tentative de retrouver la lumière, mais une façon pour lui de renouer avec la musique, avec lui-même et avec ceux qui l'aimaient encore, après toutes ces années. S'il ne remonte pas souvent sur scène, dit-il, c'est parce qu'il ne veut pas être limité par les attentes. J'ai vécu assez longtemps pour savoir que le bonheur ne réside pas dans les applaudissements, dit-il, mais dans les moments où je suis moi-même. Vivre en Corse a donné à Jacques une nouvelle perspective sur le monde. Il se lève souvent tôt, se promène dans les sentiers, regarde la mer et écoute le bruit des vagues. Ces moments, bien que simples, sont ceux où il trouve la paix qu'il recherchait pendant les jours chaotiques de la célébrité. Il n'est plus le jeune homme insouciant de Paris, mais un homme aux cheveux argentés, au regard toujours brillant mais triste, menant une vie tranquille mais pleine de sens. Jacques ne fuit pas le passé, mais l'accepte, transformant ses cicatrices en histoire et sa douleur en inspiration pour une vie simple mais épanouissante. Alors qu'il entame les dernières années de sa vie, Jacques Dutronc fait face à de nouveaux défis, non seulement pour sa santé, mais aussi pour lui-même. En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a balayé le monde, Jacques, aujourd'hui âgé de 77 ans, est tombé malade et a été brièvement hospitalisé. Bien qu'il se soit rétabli, cette expérience lui a laissé une profonde conscience de la fragilité de la vie. « J'ai vu la mort plus près que jamais », a-t-il confié à Thomas, d'une voix basse mais sans crainte. Sa santé, bien que moins bonne qu'elle ne l'était plus jeune, était préservée par un mode de vie sain en Corse, loin du stress de la ville et proche de la nature. Cependant, il a également dû faire face à d'autres problèmes de santé dans les années qui ont suivi, notamment une opération cardiaque en 2022, un événement qu'il a gardé secret mais qui a inquiété sa famille, en particulier Thomas et Sylvie. La vie intérieure de Jacques durant ces dernières années était complexe, à la fois paisible et troublée. Il repensait souvent à ses choix passés, de son retrait des feux de la rampe aux relations qui avaient façonné sa vie. Sa relation avec Françoise Hardy, bien que légalement rompue, demeurait une part importante de son psychisme. À la mort de Françoise en 2024, Jacques sombra dans un long silence. Il n'apparut pas en public, ne fit aucune déclaration, mais Thomas révéla que son père passait de nombreuses journées assis seul à écouter les chansons de Françoise en souvenir de celle qui fut le grand amour de sa vie. « Mon père était discret, mais je savais qu'il souffrait », confia Thomas. Jacques, homme réservé, choisit d'affronter sa douleur en silence, telle une montagne immobile sous le vent froid. Le public, bien que toujours attaché à Jacques, eut des réactions diverses face à son absence. Certains éprouvèrent des regrets, estimant qu'il n'avait pas exploité pleinement son talent, tandis que d'autres exprimèrent leur gratitude pour la façon dont il avait choisi de vivre une vie authentique, libérée de la célébrité. Ses chansons, comme « Il est 5 heures »,« Paris s'éveille », passent encore à la radio, et ses films sont toujours diffusés en rediffusion, rappelant un âge d'or de la culture française. Mais Jacques ne recherchait pas la reconnaissance. « Je n'ai pas besoin que le monde se souvienne de moi », a-t-il dit un jour à un ami. « Je veux juste que les gens que j'aime sachent que j'ai vécu ma vie. » L'héritage de Jacques Dutronc ne réside pas seulement dans ses chansons ou ses rôles, mais aussi dans sa façon de vivre. Un homme qui a osé refuser les projecteurs pour préserver son âme. Il a laissé derrière lui un héritage musical et cinématographique, avec des chansons devenues des symboles et des rôles profondément gravés dans l'esprit du public. Mais surtout, il a laissé derrière lui un message de liberté, de courage pour vivre à sa manière, même si cela implique d'aller à contre-courant. Thomas Dutronc, héritier du talent de son père, continue de transmettre son héritage à la nouvelle génération, non seulement par sa musique, mais aussi par la façon dont il raconte l'histoire de son père. Un homme qui n'a jamais cédé à la pression, mais qui a toujours choisi la voix de son cœur. Jacques Dutronc, derrière le halo d'une star, est un homme de douleur, de rêves et de choix courageux. Il n'était pas seulement un chanteur, un acteur, mais un esprit libre, un homme qui a osé être fidèle à lui-même, même si cela impliquait de s'éloigner des projecteurs. De son enfance mouvementée dans le Paris de la guerre, en passant par ses années de gloire éclatante, jusqu'à sa vie paisible en Corse, Jacques a vécu une vie sans regret, malgré ses cicatrices. Il nous a appris que le bonheur ne réside pas dans les applaudissements, mais dans les moments où l'on peut être soi-même, même lorsque le monde nous tourne le dos. Traitons-nous Jacques Dutronc équitablement?
On s'attendait peut-être autrefois à ce qu'il reste le garçon insouciant de Paris, mais il a choisi sa propre voie, et c'est ce qui a fait sa grandeur. Prenons un moment pour réfléchir à son histoire, à la façon dont il a vécu, aimé et laissé un héritage, non seulement dans la musique, mais aussi dans sa vision de la vie. Souvenez-vous de Jacques Dutronc. Non, seulement comme une star, mais aussi comme un homme qui a osé vivre selon son cœur. Et si cette histoire vous touche, partagez-la, apprenez-en et vivez une vie sans regret comme Jacques l'a fait. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner pour continuer à découvrir des histoires inspirantes comme celle-ci. Inspirantes comme celle-ci. Inspirantes comme celle-ci.